commission de nomination, telles que je les connais, je connais un peu certains des membres, seraient très heureux qu'il y ait plus de candidats séparats, plus de femmes. Il y aura bientôt davantage de femmes et d'hommes séparades. C'est quelque chose de tout à fait normal et il n'y a pas de quota. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Claude Klein, ancien doyen de la faculté de droit de l'Université hébraïque de Jérusalem. Professeur Klein, bonjour, Boker Tov. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voulions dialoguer avec vous de deux développements sur le plan, on va dire, juridique. La nomination hier de 4 juges à la Cour suprême, c'est tout de même assez exceptionnel sur les 15 juges que compte la Cour suprême. Et puis aussi, dans une seconde partie, revenir sur cette polémique entre la présidente de la Cour suprême, Esther Hayut, et le député Likoud, Doudi Amselem. Alors tout d'abord, commençons par cette nomination des 4 juges. Je voudrais que vous nous aidiez à faire un peu le clair, parce qu'on parle dans les médias, dans les analystes politiques, parle de juges libéraux, de juges conservateurs, de juges qui sont plus proches de la droite, qui sont plus proches de la gauche. On ne sait plus très bien comment les définir, et il semble que finalement, c'est le résultat d'un compromis qui a un compromis à caractère politique, cette nomination de 4 juges. Est-ce que je me trompe ? Non, vous ne vous trompez pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a nommé 4 juges, parce qu'en réalité, il n'y a pas encore 4 vacances à la Cour. Vous savez que les juges sont nommés jusqu'à l'âge de 70 ans. Il y en a 2 qui vont quitter d'ici quelques mois. Mais comme il y a des tensions justement autour de ce que l'on attend des juges, il a fallu avoir un assez grand nombre de juges à nommer, 4, c'est beaucoup, pour justifier de ce qu'on pourrait appeler un échange donnant-donnant entre... Alors, c'est pas tellement des juges de droite ou de gauche. Je voudrais peut-être vous corriger un tout petit peu là-dessus. Ce que l'on reproche un peu à la Cour suprême, ce que certains milieux reprochent, c'est son activisme. Et il est vrai que nous avons une Cour suprême extrêmement activiste en matière administrative et même constitutionnelle. Et donc, ce que les membres de cette commission de 9 personnes qui doivent nommer des juges à la Cour suprême à la majorité de 7 doivent trouver, c'est un équilibre entre des juges activistes, c'est-à-dire interventionnistes, et des juges qui le sont beaucoup moins. Et apparemment, ils y sont parfaitement arrivés, d'autant plus qu'il fallait aussi nommer au moins 2 femmes. Pour la première fois, un juge arabe musulman. Il y avait déjà eu un juge arabe chrétien, maintenant il y a un juge arabe musulman. Voilà donc un peu l'essence de ce compromis. Est-ce que cela veut dire que la Cour suprême est en train de se diversifier et que, contrairement à une certaine période, une époque où on disait que en fait tous les juges de la Cour suprême étaient calqués sur le modèle du grand prêtre de l'activisme juridique qui était Aaron Barak, aujourd'hui il y a une plus grande diversification dans l'identité, on va dire, des juges israéliens de la Cour suprême? Écoutez, je crois que, je suppose que nous allons parler tout à l'heure de l'affaire Hayut. Et oui. Je crois qu'il y a deux reproches légèrement différents qui étaient faits à l'encontre de la Cour suprême. Le premier, comme vous le dites, effectivement, Barak était un proche ami à moi, puisque nous étions collègues à la faculté. Barak avait beaucoup d'influence, parce que c'est un très grand juriste. Et lui, il était interventionniste, très interventionniste. Mais il y a un deuxième reproche qui est apparu maintenant à travers ce qu'a dit le député Amsalem. Voyez-vous, c'est un reproche, je dirais, sur, j'utilise son mot, la non-représentation de certaines catégories de la population. Ce qui est vrai, mais il faut bien comprendre que la Cour suprême, ce n'est pas la Knesset. C'est pas une élection où on vise à représenter tous les éléments du public, mais c'est une commission qui doit choisir parmi les juges en fonction, les professeurs, les avocats, etc., ceux qu'elle trouve les plus aptes. Or, c'est vrai qu'il y a une hyper-représentation. C'est un phénomène que l'on voit en France également.
ça a justifié il y a 1 an la suppression de l'ENA, c'est-à-dire que certaines classes qui sont les classes les plus aisées de la population ont eu accès beaucoup plus vite à l'éducation et sont, si j'ose dire, surreprésentées dans un certain nombre de professions. Voilà en gros ce qui s'est passé. Et finalement, ce reproche, il est justifié. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a conduit, par exemple, la Cour suprême à être aujourd'hui au cœur de la polémique et à ne pas réussir à faire une forme de consensus comme elle l'avait, ce consensus, on va dire, il y a une trentaine d'années, à l'époque où, on va dire, où Begin parlait des juges à Jérusalem, où il y avait par exemple le juge Shamgar qui était lui-même un activiste, on va dire, sur le plan il était à l'Irgun, si je ne m'abuse, le juge Shamgar, mais c'était un homme dont on ne pouvait pas soupçonner l'orientation politique. Pourquoi finalement ça s'est changé ? Est-ce que finalement cet activisme juridique prôné par Ehud Barak n'a pas brouillé totalement le rôle de la Cour suprême ? Alors, je crois qu'il y a eu un peu trop d'activisme. Je suis prêt même à le dire, même si je suis d'accord en général, mais ce n'est pas tout. Je crois qu'il y a eu... j'ose dire, peut-être une droitisation de la société. Nous avons un certain nombre donc de milieux dans notre société qui sont extrêmement hostiles à la Cour. Commençons d'abord par les Haredim. Vous vous rappelez qu'il y a eu une manifestation de près d'1 million de personnes contre la Cour suprême organisée par les Haredim. Parce que, oui, la Cour suprême rend des décisions qui ne plaisent pas forcément aux Haredim ni aux religieux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en réalité, nous n'avons pas de constitution, puisqu'il y aurait un danger très grand que la Cour suprême intervienne. Donc, il y a, je dirais peut-être, un espace dans lequel les valeurs ne sont pas toujours très claires entre une Cour suprême qui représente des valeurs libérales, occidentales, classiques, telles que la plupart d'entre nous les connaissons, et d'autres groupes de la société qui aspirent peut-être ou qui vivent encore autrement. Est-ce qu'il y a une forme de prise de conscience de la part des juges de la Cour suprême de ces critiques dont ils font l'objet autour de cet interventionnisme ? Est-ce que cela modère quelque peu parfois leurs décisions ou pas du tout ? C'est-à-dire c'est un forum qui ne procède pas à son examen de conscience et qui n'a pas on va dire de commission de contrôle. Non, la Cour est un peu moins activiste qu'elle ne l'était il y a 30 ans ou il y a 25 ans. C'est absolument certain, tous les juristes vous le diront. Mais elle conserve quand même sa manière de penser, d'intervenir, de contrôler le gouvernement, parfois sur des thèmes qui sont un peu politiques. Je vous donne un exemple, n'est-ce pas ? Dans beaucoup de pays du monde, les cours, pas forcément la Cour suprême, ça dépend des pays, ont développé une théorie qui s'appelle la question politique. Nous n'intervenons pas lorsque la question n'est que politique. Or, la Cour suprême, à l'époque de Barak, a un peu abandonné cette théorie. Par ailleurs, la Cour a également abandonné une autre théorie. Si vous allez à la Cour suprême, par exemple, vous intentez une action toute simple contre un voisin qui construit un mur qui vous barre la vue. Maintenant, si vous habitez à 10 km et que quelqu'un construit ce mur, on vous dira « Mais monsieur, vous n'avez aucun intérêt à cela, ce n'est pas votre affaire ». Alors la Cour suprême, aujourd'hui, elle dit « non, je peux intervenir quand même ». Voilà deux manières, si vous voulez, de manifester l'activisme de la Cour. Alors la Cour a un peu reculé sur ce sujet, je crois qu'elle a bien fait, mais en même temps, elle garde son rôle. La Cour, ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas la représentation exacte de la population, ce ne sont pas des partis politiques. Et c'est peut-être l'un de ces reproches. Je voudrais vous poser une question, peut-être qui est une question de fond. On le voit à travers les procès de Binyamin Netanyahou. Il y a des procédures qui peuvent paraître assez étonnantes. On en a parlé, je crois, il y a environ un mois. Le principe de ce témoin à charge, le principe d'un accord de plaidoyer, ce sont des règles qui sont inspirées ou s'inspirent, on va dire, du droit britannique, si je ne m'abuse.
est-ce que finalement, dans les réflexions de la Cour suprême ou des tribunaux ou des juristes, des juristes éminents comme vous, par exemple, est-ce qu'il y a une forme de prise de conscience du fait que peut-être qu'il faudrait, 73 ans après la création de l'État d'Israël, peut-être modifier certaines règles qui peuvent paraître anachroniques ou qui ne répondent pas véritablement à ce que l'on peut faire comme idée de la justice, de ce que l'on peut appeler dans le droit hébraïque din emet la amita, aller jusqu'au bout de la justice et peut-être faire rentrer un petit peu de droit hébraïque, parce que je sais que vous parliez d'Aaron Barak. À l'époque, Aaron Barak s'était vanté d'avoir neutralisé en fait tout l'impact du droit hébraïque de l'ancien juge qui était son second à la Cour suprême, Menachem Elon. C'est pas peut-être le moment de faire rentrer un peu plus de droit hébraïque dans le droit israélien? Écoutez, vous me posez ce que j'en pense moi, non, je ne crois pas. Le droit hébraïque peut être une source accessoire, mais le droit hébraïque, notamment en droit criminel, en droit pénal, etc., ne correspond absolument pas à nos besoins. L'idée du témoin de la reine, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le témoin du roi, celui qui accepte de témoigner contre un autre accusé et qui bénéficiera de ce fait d'un certain nombre d'avantages, c'est une chose qui se développe un peu partout dans le monde et qui correspond à des pratiques modernes. Je crois que cette idée de faire référence au droit hébraïque, c'est très beau, c'est très joli, mais non, le droit hébraïque peut-être dans certains domaines, mais en général ne correspond plus aux nécessités de la vie moderne. Je regrette de vous le dire aussi clairement. Alors, je veux revenir avec vous sur cette tension entre Esther Chayyout et Dudi Amselem. Vous avez été étonné de la démarche de la présidente de la Cour suprême qui a répondu publiquement. Tout à fait. Je la connais un peu d'ailleurs, et évidemment, il est mal tombé parce que, voyez-vous, avec elle, dire d'elle qu'elle représente une classe sociale élevée, Rechavia, comme on dit, vous savez ce que c'est, un certain quartier de Jérusalem, alors que Madame Chayyout est une survivante de la Shoah, qui a débarqué avec ses parents comme enfant, qui a vécu dans des Mahabarot, comme tout le monde. Elle est d'origine ashkénaze, mais elle a vécu comme tout le monde dans les Mahabarot, et peu à peu, elle est arrivée à s'en sortir. Et je crois qu'il était très mal tombé avec elle de lui faire ce reproche. C'est pas une personne, comme on dit en langage courant, qui est née avec une cuillère d'argent dans la bouche, vous voyez. Et donc, elle a très très mal supporté, et c'est pourquoi elle a réagi. Moi, je comprends très bien qu'elle ait réagi. Il faut dire que Amsalem, qui a le droit parfaitement, d'abord en tant que député, bénéficiant de l'immunité, mais aussi de ressentir un certain nombre de choses, qui a quand même été d'une violence absolument extraordinaire qui me paraît inadmissible à l'encontre du pouvoir judiciaire. Même si sur la forme, c'est peut-être certainement critiquable, mais peut-être sur le fond, finalement, le fait qu'on ait dit, par exemple, que l'une de ces 4 juges, Galit Kanfi Steinitz, soit d'origine séfarade et soit la première femme juge d'origine séfarade, eh bien, c'est quand même un petit problème. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui, 73 ans après la création de l'État d'Israël, un quota ou alors une sorte un quota de juges séfarades. Que Meir Mazouz soit une exception, que Edmond Lévy soit une exception, c'est quand même un problème. Non, il n'y a pas de quota. Écoutez, très franchement, il n'y a pas de quota. Et je crois que les commissions de nomination, telles que je les connais, je connais un peu certains des membres, seraient très heureux qu'il y ait plus de candidats séfarades, plus de femmes. Pendant très longtemps, vous savez, il n'y a pas de femmes. Jusqu'au milieu des années 70, il n'y avait pas de femmes à la Cour suprême. Tout d'un coup, nous avons même eu une période vers 1980 où il y avait plus de femmes que d'hommes. Alors oui, c'était des femmes ashkénazes en général, ça viendra aussi. Il y aura bientôt davantage de femmes et d'hommes séparades. C'est quelque chose de tout à fait normal et il n'y a pas de quota. Eh bien, professeur Claude Klein, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin, donc sur ces 2 dossiers, la nomination de 4 nouveaux juges dans la Cour suprême et donc le débat autour des propos de Dudi Amselem et de la réponse de Esther Chayyout. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt, professeur Klein.
Au revoir.